Palo Alto, en Californie, le 14 août 1971, et la police embarque de jeunes étudiants chez eux. Sans ménagement, ils sont menottés devant tout le quartier, tous leurs voisins fouillés, emmenés au poste de police. Pourtant, ils n'ont rien fait. Ils participent juste à une étude, rémunérés $15 de l'heure qui plus est. Et le décor, c'est le sous-sol de l'université de Stanford, transformé en prison de fortune. 24 étudiants, triés sur le volet après avoir passé quelques petits tests psychologiques, puis qui sont divisés en deux groupes. Pile tes prisonniers, face tes gardiens. Ici, l'objectif de Philippe Zimbardo, le professeur de psycho qui se cache derrière tout ça, c'est de tester la célèbre théorie de la banalité du mal d'Hannah Arendt. L'idée étant qu'on n'a pas forcément besoin d'être un monstre infâme pour commettre l'horreur. Il suffit d'une institution, donc en l'occurrence la prison, pour révéler le bourreau qui sommeille en nous. Et d'ailleurs, pour l'expérience, on peut dire que Zimbardo, il soigne très bien la mise en scène, puisqu'il fait en sorte de recréer chaque élément d'une vraie prison, on va dire. Que ce soit sur l'aspect visuel, mais aussi psychologique des rôles de chacun, en fait. Par exemple, les gardiens, ils reçoivent des uniformes et des lunettes de soleil teintées. Alors, j'avoue que les lunettes, ça peut paraître un peu anodin, dit comme ça, alors un petit accessoire en plus pour jouer au shérif, mais c'est surtout, en fait, pour couper tout contact visuel et supprimer l'humanité dans le regard pour devenir une pure figure d'autorité. Et côté prisonnier, il va choisir l'humiliation immédiate, entre guillemets, parce qu'il porte des blouses sans sous-vêtements pour se sentir immaculé. Et surtout, il y a ce détail, celui d'un collant en nylon sur la tête pour simuler un crâne rasé et leur donner un air vulnérable. En tout cas, ça, c'est selon Zimbardo. Le but, en fait, c'est d'oublier leur statut d'étudiant et même leur identité pure et dure, puisqu'à partir de là, on les appelle plus par leur prénom, mais par leur numéro de matricule. Et apparemment, tout ça, ça suffit pour faire monter la sauce, puisque en quelques heures seulement, les rôles dévorent les hommes. Le deuxième jour, les prisonniers se rebellent et ils se barricadent dans leurs cellules. Et la réponse des gardiens, elle se fait pas attendre, puisqu'ils répliquent à coups d'extincteur. Ouais, logique. Ils pulvérisent du gaz glacé sur les détenus avant de les déshabiller de force. Et à partir de là, ça part vraiment en cacahuète. Les gardiens s'inventent des jeux sadiques. On force les détenus à faire des pompes pendant des heures, parfois avec le pied des gardiens sur le dos. Ou alors on va frotter les couvertures dans les buissons épineux pour qu'ils passent toute la nuit à essayer d'enlever chaque épine une par une à la main. Et on va même jusqu'à les obliger à mimer des positions sexuelles pour les briser psychologiquement en fait. Et au bout d'un moment, certains prisonniers montrent même des signes de détresse psychologique et demandent carrément à tout arrêter. Ça en devient clairement insoutenable et l'expérience, qui devait durer 2 semaines à la base, est stoppée net au bout de 6 jours. Tellement c'est allé beaucoup trop loin. Et le constat de Zimbardo à l'époque, il est clairement sans appel. Placer un homme dans un système mauvais et le système l'emportera à chaque fois. Mais j'ai le regret de t'annoncer que cette histoire, c'est celle que beaucoup ont lue dans les manuels de psycho. C'est cette expérience qui a servi à expliquer les pires génocides de l'histoire. En fait, c'est un peu le récit parfait du petit diable qui sommeille en nous. Mais si on regarde de plus près, est-ce que ces gardiens, ils agissaient vraiment par instinct? Est-ce que toute cette violence, elle est vraiment née toute seule dans le sous-sol d'une université? Ou alors, est-ce que cette prison n'était en fait qu'un immense plateau de tournage? Maintenant que tu as découvert l'expérience sous le récit de Zimbardo, je te propose de rouvrir les archives, de parler d'ego, de rivalité et d'un mensonge qui a duré plus de 50 ans. Pour comprendre comment on en est arrivé à ce joyeux bordel dans un sous-sol californien, il faut s'intéresser à l'homme derrière le rideau, Philippe Zimbardo. En 1971, Zimbardo, c'est un prof de psycho à Stanford, certes, mais beaucoup le qualifient aussi comme un showman. Un mec qui a très bien compris que pour que la psychologie intéresse les gens, il faut du drame. Il faut de l'émotion, il faut du spectacle, et déjà, ça donne une petite idée sur le profil du gars, quoi. Mais surtout, Zimbardo, il a un énorme caillou dans sa chaussure, et ce caillou, il a un nom. Stanley Milgram. Milgram, ce serait en fait son ancien pote de lycée à New York, et au début des années 60, Milgram a littéralement cassé le game de la psychologie sociale. Le scénario de son expérience, à lui, c'est ça.
Il recrute des gens ordinaires pour une soi-disant étude sur la mémoire. Le participant croit qu'il tire au sort son rôle, mais en vrai, tout est truqué, il sera toujours l'enseignant. Et en face de lui, derrière une paroi, il y a un élève, qui est en fait un acteur. Et le principe, il est plutôt simple, à chaque mauvaise réponse de l'élève, l'enseignant doit lui envoyer une décharge électrique. Et c'est pas n'importe quoi, parce qu'on commence quand même à genre 15 volts, mais ça monte jusqu'à 450 volts. Mais ce que les participants ne savent pas, c'est que les décharges que reçoivent les élèves/acteurs sont fausses. Mais l'enseignant, du moins le faux enseignant, lui, il entend l'acteur hurler de douleur, le supplier d'arrêter, et puis le silence total après 330 volts. Et quand le participant il hésite un peu ou alors il veut arrêter, et on a le chercheur en blouse blanche qui reste de marbre et qui lui dit « Non, non, l'expérience, elle exige que vous alliez jusqu'au bout. » Et les répercussions, elles ont été sismiques, parce que Milgram venait juste de prouver qu'après la Shoah, la question du mal, c'était pas une question de monstre ou de nationalité, mais en fait c'était une question de soumission à la hiérarchie. Ça a redéfini toute notre vision de la responsabilité individuelle. Et donc pour Zimbardo, son pote Milgram là, il est devenu le roi de la discipline. C'est l'homme à abattre. Et scientifiquement, Milgram, il est un peu intouchable puisque son expérience va être reproduite 780 fois dans le monde entier. Alors Zimbardo, lui, il veut faire plus fort, évidemment. Il veut prouver que Milgram, il a quand même un peu raté son truc et il veut dire que en vrai, tout le monde l'admire, mais il aurait pu faire mieux. Parce que selon Zimbardo, on n'a même pas besoin d'un chef qui donne des ordres pour devenir méchant. Il veut démontrer que c'est la situation, le simple fait de porter un uniforme ou d'être enfermé, qui nous transforme en monstres. Et pour réussir son coup, il va surfer sur une vague parfaite. On est en 1971, les campus américains bouillonnent, on est sur la fin de l'ère hippie et on manifeste contre la guerre du Vietnam. On dénonce les violences policières en fait. Et à l'époque, la majorité des profs d'université sont très à gauche, très anti-système. Et Zimbardo, il sent un peu le vent tourner, il sait que s'il arrive avec une expérience qui montre que la prison c'est mal et que l'autorité ça corrompt, il va devenir le petit chouchou des médias et des intellectuels. Ça revient un peu à transformer la science en outil politique finalement. Et le truc le plus dingue dans l'histoire, c'est que pour financer toute cette expérience qui dénonce justement les institutions totalitaires, il va chercher l'argent chez les militaires. C'est l'US Navy, la marine américaine, qui signe le chèque. Apparemment, il finance l'expérience parce que l'armée veut comprendre comment gérer la discipline et la rébellion. Donc concrètement, on est un peu en plein paradoxe. Zimbardo utilise l'argent du système pour essayer de prouver que le système nous rend sadiques. Mais bon, en tout cas, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a suffisamment de fonds pour mener son expérience, donc tout se passe bien. Mais justement, tout se passe même peut-être un peu trop bien. Puisque c'est là qu'il commet sa première grosse erreur de chercheur, il décide de ne pas rester un observateur neutre, puisqu'il s'autoproclame surintendant, le directeur de sa propre prison. En fait, il ne considère plus ses étudiants comme des sujets d'étude, mais comme ses prisonniers et ses gardiens. Et il est tellement investi dans son rôle et tellement obsédé par l'idée de battre Milgram et de faire la une des journaux, qu'il va commencer à perdre pied. Parce que ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est que le secret de Zimbardo pour dépasser Milgram, il va pas aller le chercher dans les vieux bouquins de psycho, il va aller le chercher à la télé. À l'époque, l'émission numéro 1 aux États-Unis, c'est Candid Camera. C'était un peu l'ancêtre de toutes nos caméras cachées. Et Zimbardo, il est fasciné par ce concept et il s'inspire de ça, en se disant que de toute façon, dans cette société-là, pour marquer l'histoire, on s'en fout un peu des chiffres. Par contre, les images chocs, on s'en fout, mais pas du tout. Et pour lui, la science doit devenir spectaculaire, viscérale, filmée en direct. C'est pour ça qu'il transforme ce sous-sol en plateau. Donc il installe des micros de partout, des caméras à chaque angle, et il invite même des photographes de presse à venir immortaliser la scène. Sauf qu'à ce moment-là, personne se doute que cette obsession pour l'image va devenir le grain de sable qui va venir faire dérailler toute l'expérience. On va se rendre compte qu'en fait, il veut pas voir ce qui se passe réellement. Il veut juste que son scénario se réalise. Et pour que ça marche, il va falloir donner un petit coup de pouce au destin. Donc pendant 40 ans, l'expérience de Stanford, c'était un monument presque intouchable. Jusqu'à ce qu'il y ait un chercheur, français d'ailleurs, Thibault Letexier, qui décide de s'y intéresser. Au départ, il n'a pas du tout comme objectif de démasquer quoi que ce soit, il veut juste faire un film sur l'expérience. Mais pour que son scénario soit le plus précis possible, il a besoin de faits. Et c'est donc seulement en 2011 que Stanford
ouvre enfin ses boîtes d'archives. Là, c'est clairement une aubaine pour le Texier qui s'attend à découvrir vraiment la naissance du mal chez un individu. Sauf qu'en feuilletant les notes manuscrites, en écoutant les bandes audio que personne n'avait touché depuis 1971, il sent venir un truc pas net, le gars. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, il découvre le journal de bord d'une manipulation. Déjà, je vais pas te faire attendre plus longtemps que ça, on a une première bombe. La bombe, c'est que l'idée n'est même pas de Zimbardo. C'est peut-être la découverte la plus ironique de Le Texier. Zimbardo qui a bâti toute sa carrière et sa bataille contre Milgram sur une idée de génie, mais en vrai, elle vient même pas de lui, quoi. Quelques mois plus tôt, un de ses étudiants, David, avait imaginé toute une simulation de prison avec ses potes pour un devoir de psycho. C'est lui qui a inventé les règles et Zimbardo, il a trouvé ça super cool, bien pensé, et donc il a récupéré l'idée. Et pour que son étudiant reparte pas avec son seum quand même, il l'a nommé chef des gardiens pendant l'expérience pour qu'il puisse reproduire ce qu'il avait déjà fait ou imaginé dans son devoir quelques jours ou semaines plus tôt. Et voilà, Zimbardo est donc un plagiaire qui a industrialisé l'idée d'un élève. Eh ouais, c'est dit. Maintenant, passons aux révélations de Le Texier. Et la révélation numéro 1, c'est le script caché. Dans la version officielle, Zimbardo dit « Voilà, nous on a juste pris des gens bons, on leur a donné un statut et on les a laissés faire. Et eux-mêmes, ils sont devenus sadiques. » C'est sur ça que se base toute son expérience, sauf que ça aussi, c'est encore une fois que du mytho. Parce que Le Texier trouve des notes de la réunion préparatoire. Et Zimbardo et David ont littéralement briefé les gardiens. En fait, ils leur ont donné une petite liste de tâches pour maintenir l'ordre, entre guillemets. Ils leur disent oh ce serait pas mal de les réveiller en pleine nuit, de faire des corvées de nettoyage des toilettes à main nue. Et surtout, il leur glisse bien gentiment l'idée des pompes. Alors c'est pas des ordres qu'ils donnent aux gardiens en faisant ça, mais doucement, mais sûrement, ils commencent un petit peu à rentrer dans leur tête, en s'assurant que les gardiens vont mettre en place des sanctions bien salées. Donc, selon Le Texier, les gardiens ne sont pas devenus méchants par instinct. Ils appliquaient en fait un processus déjà ficelé par un prof d'université. Ils pensaient que c'était ça, de bien faire leur boulot. Et la deuxième révélation, c'est le facteur humain. Donc tout ce que Zimbardo a caché quand même. En fait, pendant ses recherches, Le Texier découvre un truc que Zimbardo a toujours passé sous silence, voire même il a complètement menti, puisqu'apparemment, la majorité des gardiens, ils étaient des crèmes, les gars. En fait, sur les 3 équipes de gardiens, il y en aurait eu qu'une seule qui était vraiment brutale. Les autres, ils étaient plutôt gênés, ils rendaient des petits services aux prisonniers, ils essayaient de discuter avec eux en fait. Et pour Zimbardo, ces gardiens gentils, c'était un problème pour son scénario. Alors, il a juste ignoré leurs données. Il a gardé que les 10% de vidéos les plus violentes pour son film, en se focalisant surtout sur un gardien qu'on surnomme John Wayne, parce qu'il se donnait grave un air de cow-boy là à faire sa loi, et en réalité c'est parce que lui-même s'est un peu saisi de l'occasion pour jouer un rôle pour imiter l'acteur américain. Dans ses résultats d'expérience, Zimbardo il met longtemps en lumière ce moment déchirant, celui du prisonnier 819, Doug. On le voit faire une crise de nerfs totale, il hurle, il tape dans les portes, il est clairement en transe, et c'est ce moment-là de détresse et de craquage psychologique qui a prouvé au monde entier que la prison, ça rend fou. Sauf que ça, c'était sans compter sur Le Texier, qui a retrouvé Doug. Et la réalité, elle est beaucoup moins glorieuse, En vrai, Doug confiera plus tard qu'il était pas du tout en train de devenir fou, il était juste en train de rater ses révisions pour ses examens. Donc il a demandé plusieurs fois à sortir pour aller à la bibliothèque et réviser, et Zimbardo a refusé. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, le Doug ? Il a compris que la seule porte de sortie acceptée par le chercheur, c'était le craquage psychologique. Alors il a joué la comédie, il a hurlé pour qu'on le foute dehors, et une fois sorti, il a repris ses révisions et il a eu son diplôme. Donc même là, le moment le plus fort et symbolique de l'expérience, vraiment le symbole de détresse humaine, c'était du fake. Et enfin, l'une des dernières révélations de Le Texier, que je te résume, évidemment, parce que le mec, il a quand même écrit tout un bouquin là-dessus. Alors, ce qu'il faut regarder ici, c'est le biais de la science spectacle. C'est là que l'expérience s'effondre scientifiquement et qu'elle perd toute crédibilité. À Stanford, en fait, tout le monde savait pourquoi ils étaient là. Les étudiants, c'était pas des sujets un peu naïfs qui devaient juste vivre et laisser parler leur instinct. Ils savaient très bien que Zimbardo voulait dénoncer le système carcéral, ils savaient ce qui était attendu de cette expérience. Et comme ils étaient payés et que, en plus de ça, ils respectaient leurs professeurs, ils ont fait ce qu'on appelle de la désirabilité sociale.
En gros, ils ont donné à Zimbardo ce qu'il attendait d'eux. En réalité, les prisonniers entendaient tous les bruits de bureau à l'étage, les machines à écrire, les imprimantes, et ils voyaient même tous les flashs des photographes de presse que Zimbardo invitait toute la journée. Et tout ça, mis bout à bout, forcément, ça les ramène un peu à la réalité. Ils n'étaient pas en prison et ils le savaient très bien. Ils étaient sur un plateau de tournage. Et sur un tournage, si le réalisateur il veut du sang, les acteurs ils finissent par lui donner. Bon, on arrive à la question qui fait mal, à savoir si c'était aussi bidon tout ça, pourquoi est-ce qu'on y a tous cru? Pourquoi des universités prestigieuses, des historiens et des politiciens ont continué à citer Stanford comme une vérité absolue pendant un demi-siècle? La réponse, elle est simple. Parce que ce mensonge était confortable. Déjà, on a le confort de l'irresponsabilité. Stanford nous offre une excuse toute faite sur un plateau d'argent. Si l'expérience dit que c'est le système qui nous rend méchants, alors personne n'est vraiment coupable. En tout cas, pas individuellement. Donc on arrête d'être des individus qui font des choix pour devenir des êtres programmés dans notre environnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2004 avec le scandale d'Abu Ghraib. Pour te remettre un peu dans le contexte, on est en pleine guerre d'Irak et le monde entier découvre des photos de tortures insoutenables prises dans une prison gérée par l'armée américaine. On y voit des soldats, hommes comme femmes, qui sourient en faisant le signe V de la victoire devant des prisonniers irakiens nus, empilés les uns sur les autres ou forcés de simuler des actes sexuels. Et là encore, j'ai pas besoin de te faire un dessin pour te dire que ça choque énormément de monde. On se demande comment des jeunes soldats américains normaux ont pu devenir des tortionnaires à ce point-là. Et c'est là que Philippe Zimbardo ressurgit des années après son expérience à Stanford, puisqu'il est appelé comme témoin expert pour la défense de l'un des gardiens. Et Zimbardo ressort son bon vieux dossier de 1971 et sa fameuse métaphore. Ne blâmez pas ces soldats, ce ne sont pas des pommes pourries, c'est le panier qui est pourri. Selon lui, la situation à Abu Ghraib, c'était en fait une réplique exacte de son expérience à Stanford. À savoir, un sous-sol sombre, aucun contrôle de la hiérarchie, un uniforme qui donne tous les pouvoirs et l'autorisation tacite d'humilier l'ennemi. En gros, il explique à la barre que n'importe qui, toi ou moi, on aurait agi exactement comme ces soldats si on avait été à leur place. C'est une théorie qui arrange un peu tout le monde en fait. Elle arrange les bourreaux parce qu'ils peuvent dire non mais c'est pas moi, c'est le contexte. Et elle arrange la société parce qu'elle nous permet de croire que le mal c'est quelque chose d'extérieur, un genre de virus qu'on attrape dans certaines institutions, plutôt que d'admettre que l'être humain est capable de choisir la cruauté en toute conscience. Le problème c'est qu'en utilisant son expérience truquée pour justifier des tortures réelles, Zimbardo a aidé à diluer la responsabilité individuelle. Et puis, une deuxième chose qu'on a quand même rapidement évoquée tout à l'heure, c'est que si cette expérience a si bien tenu dans la durée, c'est parce qu'on fait face à un truc très simple. C'est le business de la psycho-sexy. Il y a une réalité matérielle dans tout ça, ça reste l'argent. Dans les années 60-70, la psychologie sociale, elle est clairement en pleine explosion, mais par contre, elle coûte très très cher. Et pour obtenir des financements de la marine américaine ou des grandes fondations privées, il faut des résultats qui viennent vraiment dire quelque chose. Parce que une étude un peu nuancée qui dit le comportement humain, il est très complexe et il dépend de 1001 facteurs, ça fait pas la une du New York Times. Par contre, une étude qui dit on a créé l'enfer dans un sous-sol en 6 jours, ça ramène des budgets. En fait, les universités ont transformé la science en un produit marketing un petit peu. Et tout ça, c'est sans compter sur l'instrumentalisation politique. Il faut pas oublier le contexte. Entre Milgram en 61 et Zimbardo en 71, il y a des petits traumatismes quand même. On sort de la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre du Vietnam et on a peur d'une chose, c'est le totalitarisme. On cherche désespérément à comprendre comment l'obéissance fonctionne pour éviter que ça recommence. Et Zimbardo, il a surfé sur cette peur-là, il a utilisé son étude comme un tract politique pour demander la réforme des prisons. Et c'est là que le dossier Stanford devient hyper actuel. Aujourd'hui, la science fait face à ce qu'on appelle la crise de la réplication. Le principe de base de la science, c'est qu'une expérience
doit pouvoir être refaite par d'autres pour être vraiment validée. Sauf que le problème, c'est que pour énormément d'études célèbres, c'est devenu impossible. Une étude, oui encore, parue dans Science Advances, a analysé 20 000 articles et le constat est assez fou. Une étude qui propose des résultats surprenants ou spectaculaires a 153 fois plus de chances d'être citée et relayée qu'une étude plus banale mais beaucoup plus solide. Et ça pour la simple et bonne raison qu'on est dans une course au clic quoi. Une étude qui dit que, je sais pas, le chocolat ça booste le QI, ça peut faire le tour de TikTok en 2 heures. Même si le protocole il est quand même très bancal. On préfère une belle histoire qu'une vérité un peu plus complexe. Et si on prend l'exemple d'une étude de 2021 sur le Covid par exemple, elle suggérait qu'un faible taux de testostérone était lié aux formes graves du Covid. L'info elle est percutante, elle fait les gros titres. Mais il y a quand même un hic, c'est que les mesures ont été prises après l'admission à l'hôpital. Donc en fait, on ne sait pas si le taux était bas au départ ou s'il a chuté à cause du virus, justement. C'est toute la différence entre une corrélation, donc deux faits qui arrivent en même temps, et une causalité. L'un provoque l'autre. Et d'ailleurs, Stanford nous a montré le chemin, parce que quand on entend une étude prouve que, il faut s'arrêter 2 secondes. Est-ce qu'on est face à une vérité vérifiée ou est-ce qu'on nous vend juste une image spectaculaire mais prise à un instant T? Et justement, ce constat-là nous ramène directement à notre quotidien parce qu'aujourd'hui, on devient, entre gros guillemets, des diffuseurs de la science. En gros, ce que je veux dire, c'est que nos réseaux, dans nos partages, etc., on relaye des données, des graphiques, des conclusions d'études sans forcément le conscientiser ou faire 1 ou 2 recherches dessus. Et généralement, ces études, on se dit « Ah oui, grave, je suis d'accord, donc je vais republier ». Et on fait ça sans connaître ni l'origine ni la méthodologie. Et le cas Zimbardo nous montre justement qu'une information peut être parfaitement emballée avec des photos, un récit bien fait et en plus la caution d'une université. Mais le tout en étant scientifiquement fragile. Parce que si on a cru collectivement à Stanford pendant un demi-siècle, c'est quoi les récits d'aujourd'hui qui nous paraissent indiscutables mais qui pourraient dans 20 ans être mis en question? Après, je nuance quand même mon propos, je tiens à préciser que je parle pas ici de douter juste pour douter par principe, mais pourquoi pas juste réfléchir. Je dirais surtout de cultiver une méthode. En réalité, la science, la vraie, elle se définit par sa capacité à être contestée. C'est ce qui différencie le travail de Stanley Milgram, dont les protocoles ont été éprouvés des centaines et des centaines de fois, de celui de Zimbardo, qui tenait davantage de la performance unique.